Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire Parlons RH. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mohamed Zagou, qui est Head of Product Marketing Manager HCM chez Cegid. C'est un peu dur à dire. Bonjour Mohamed. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent avec nous aujourd'hui pour parler de management, la clé du succès de votre organisation. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de management, quelques mots sur le sommaire et les modalités du webinaire. Donc ce webinaire durera 45 minutes comme tous les webinaires Parlons RH et il sera composé de 3 temps forts. Donc dans un premier temps, on donnera quelques bases, on parlera un petit peu du contexte. Dans un deuxième temps, on verra pourquoi c'est important aujourd'hui pour les organisations, pour les entreprises et notamment pour les DRH de miser sur le management. Et dans un temps 3, on verra les champs d'application, les solutions qui peuvent être envisagées en ce sens. Chacun de ces 3 temps forts sera suivi de temps d'échange avec vous, où on pourra répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser les outils d'interaction à votre disposition. Vous pouvez utiliser le chat pour vous présenter et interagir entre vous pendant toute la durée du webinaire. En revanche, si vous avez des questions à poser à Mohamed, je vous invite à utiliser la boîte à questions qui se trouve juste à côté de l'onglet chat, puisque c'est là qu'on viendra piocher les questions au fur et à mesure. Il me semble que j'ai fait le tour pour le sommaire, pour les modalités du webinaire. Donc, sans plus attendre, Mohamed, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais et ce que vous faites chez Cegid? Alors, je vais commencer par Cegid, comme ça c'est fait. Très bien, c'est dans l'ordre que tu veux. Alors Cegid, c'est une boîte de tech française qui propose énormément de choses, qui fait du retail, du CPA, etc. Là, le sujet, c'est plus la RH, donc on vend des technologies RH. On a plus de 2000 clients dans le monde. On opère essentiellement en Europe, au Canada et en Amérique latine. Donc, on a plus de 2000 clients qui utilisent nos technologies RH. On vend de l'administration RH avec du core HR, de la gestion du recrutement, de la gestion des talents et de la formation. Et moi, j'ai la chance d'être le directeur du product marketing pour la BU HCM. Donc, je travaille chez CG depuis 2 ans bientôt, en mars. Ce sera mon anniversaire cégidien, si j'ose dire. Pas d'anniversaire, avec un peu d'avance. Un peu d'avance. Et j'ai 8 ans d'expérience dans le domaine des SIRH en Europe et en Amérique du Nord, où j'ai travaillé et fait mes études. Et voilà, donc je connais très bien le monde des SIRH et des technologies RH. Juste pour être sûr que ce soit bien clair pour tout le monde, est-ce que tu peux juste préciser, parce que tu disais BU, HCM, est-ce que tu peux préciser ce que ça veut dire? C'est Business Unit, oui, c'est un jargon très interne, je suis désolé pour nos participants. Mais en gros, je m'occupe du product marketing pour les technologies qui répondent aux besoins des ressources humaines. Ok, super. Merci beaucoup pour cette présentation. Quelques questions pour essayer de comprendre un petit peu mieux ce que vous faites avant de passer à la première partie du webinaire. Tu as dit que vous avez 2000 clients. Est-ce que tu peux peut-être nous donner un petit peu plus de détails sur la taille d'entreprise, les secteurs d'activité, etc. Ouais, c'est des entreprises qui ont 500 salariés et plus, de tout secteur, notamment secteur public sur le côté RH notamment. L'essentiel de nos clients sont basés en Europe, même si on a quand même pas mal de clients en Amérique latine et au Canada. Donc on est vraiment sur des clients de relativement toute taille. Ça peut être, on a des clients qui sont des entreprises du CAC 40, comme des entreprises qui sont des PME/ETI. Ok, super. Et tu en as déjà un petit peu parlé, mais peut-être que tu veux rajouter quelques mots sur vos différentes services pour la fonction RH, ce que vous proposez. Donc on a pas mal de solutions. Donc on a une suite HCM qu'on vend, qui est Cegid Talentsoft, qui regroupe des fonctionnalités de gestion administrative RH avec son core HR, qui est un peu pluggable sur pas mal de systèmes d'information. On a aussi un outil de gestion du recrutement, donc ATS, site carrière, des fonctionnalités de gestion des talents, comme la gestion de la performance, la gestion des entretiens légaux, des outils de conversation continue, et enfin des outils de gestion de la formation qui vont du LMS, LCMS, Content, etc. Donc, il y a beaucoup de choses. Oui, c'est large. C'est ça. Merci beaucoup, Mohamed, pour cette présentation qui nous permet d'appréhender un peu mieux qui vous êtes chez Cegid et puis ce que vous proposez. Aujourd'hui, on est là pour parler de management.
la clé du succès des organisations. Donc, c'est vrai que le management, le manager joue un rôle assez capital dans les organisations. Mhm. Je te laisse la parole sur cette magnifique phrase, citation. Ouais. Magnifique, je sais pas, un peu triste, mais je la trouve un peu triste. Mais effectivement, enfin, on ne quitte pas forcément, même si on peut quitter une entreprise, attention, mais généralement on quitte très souvent un manager. Pourquoi est-ce qu'on parle de quitter un manager? Parce que c'est la personne avec qui on va interagir le plus, c'est la personne qui va nous évaluer à la fin de l'année, c'est la personne qui nous donne nos objectifs, c'est la personne avec qui on s'entretient généralement avec une certaine fréquence. Le manager, finalement, c'est le reflet de l'entreprise. Et l'expérience qu'on peut avoir avec un manager va donner au collaborateur une expérience assez singulière qu'il a avec l'organisation. Par exemple, si toi et moi travaillons pour la même entreprise, avec deux managers complètement différents, toi avec un manager qui est super à l'écoute, qui t'aide à te développer, avec qui tu te sens bien, tout simplement, forcément, tu vas avoir une très bonne image de l'entreprise. A contrario, moi, je vais avoir un manager avec qui je m'entends pas forcément, avec qui on est souvent en désaccord, dont le style managérial ne me convient pas. Donc forcément, l'image que je vais avoir de l'entreprise risque d'être un peu biaisée. Donc effectivement, le manager a un rôle qui est malheureusement sous-estimé sur le collaborateur. Et effectivement, le manager peut être une des raisons, et malheureusement souvent une raison, de départ du collaborateur. Effectivement, c'est assez triste. Voilà, donc c'est pas magnifique, la phrase elle est plutôt triste. Et pour rentrer un petit peu plus dans le détail peut-être sur le rôle du manager au sein des entreprises, au sein des organisations, il a plusieurs rôles à jouer, plusieurs cartes. Ouais. Il a plusieurs cartes. Donc quand on parle du rôle idéal, parce que là c'est vraiment une vision idéale, on va pas se mentir, il a un rôle qui est très précis sur l'engagement de son salarié. Pourquoi est-ce que je démarre par l'engagement? Pour la simple et bonne raison que les deux autres petits carrés, là, rétention, performance, LE, etc., sont des conséquences de l'engagement. Donc le manager a un vrai rôle sur l'engagement de son collaborateur. Et il a tout plein de leviers, entre guillemets, pour permettre l'engagement du salarié. Ça peut être déjà les relations interpersonnelles qu'il va avoir avec le collaborateur, la façon d'échanger, son profil managérial, ce qu'il va apporter au collaborateur en tant qu'expert aussi, est-ce qu'il va avoir une casquette de coach, de leader, etc. Donc le premier levier, entre guillemets, le premier rôle dans un monde idéal du manager, ça va être celui de garder son équipe engagée. Ça, c'est la première chose. Qui dit équipe engagée, dit forcément une équipe qui reste, une équipe qui a envie de continuer avec ce manager-là, avec ces collaborateurs-là, avec ce qu'on appelle les équipes dynamiques, c'est-à-dire les gens avec qui ils travaillent au quotidien. Donc, ça favorise significativement la rétention des collaborateurs. Et qui dit un collaborateur engagé dit donc un collaborateur qui reste au sein de l'organisation et donc un collaborateur qui est performant. Même si, effectivement, la performance, c'est aussi de la hard skills pure, mais un collaborateur qui est engagé est généralement un collaborateur qui est performant parce que même si il n'a pas forcément les hard skills qu'il faut, son engagement va faire qu'il va aller chercher à se former, à se développer, etc. et donc assurer sa performance. Et en découle de ça tout plein d'autres bénéfices, entre guillemets, plein d'autres rôles que le manager peut avoir qui découlent de la performance. Tout est relié. Exactement. On peut avoir un collaborateur qui est ultra performant mais qui n'est pas du tout engagé, par exemple, de par ses qualités intrinsèques en tant qu'expert. On peut avoir un collaborateur qui est très engagé, qu'on garde, qui n'est pas du tout performant. Et là, le manager a un rôle à jouer là-dedans. J'ai une petite question, mais justement, j'en profite pour rappeler aux personnes qui nous regardent de ne pas hésiter à poser vos questions, puisque juste après cette slide, on fera une petite pause pour répondre à des questions s'il y en a, évidemment, sinon on passera à la partie 2 du webinaire. Moi, j'ai une petite question parce que tu as dit, déjà, chez Cegid, vous avez plus de 130 clients, enfin, non, plus de 2000 clients, mais 130, dans 130 pays différents. Et puis, tu as dit que tu avais eu des expériences aussi dans d'autres pays, enfin à l'international, notamment en Amérique latine. Oui, plus Amérique du Nord. Amérique du Nord. On a des clients en Amérique latine. Okay, et je travaille avec nos amis en Latam. C'est ça. Du coup, je me demandais si le rôle du manager, il différait selon le pays où il se situe. Il y a
une double couche culturelle qui va influencer le comportement et le style managérial, si tu veux. Déjà la culture du pays. Oui. Les managers dans les cultures latines versus les cultures anglo-saxonnes sont radicalement différents. Dans les cultures latines, on va être sur un manager très administratif, avec le rôle du manager est vu comme une promotion dans les cultures latines en général. J'ai été excellent contributeur individuel, je cherche à me développer, je veux devenir manager. C'est un peu le pattern, entre guillemets, assez traditionnel. Dans les cultures anglo-saxonnes, c'est relativement différent. On peut avoir des managers qui sont à des postes et dans des fonctions dans lesquelles ils n'ont littéralement jamais pratiqué. Donc, un manager peut être promu, et encore, j'aime pas trop ce terme-là parce qu'un manager, c'est tout sauf une promotion. Il peut être amené à être manager grâce à ses qualités interpersonnelles seulement. Donc ça, c'est vraiment le côté culturel et le décalage entre les cultures anglo-saxonnes versus les cultures latines. Maintenant, il y a la notion de culture d'entreprise aussi. Parce que selon la culture d'entreprise, par exemple, une entreprise qui est dans une start-up, par exemple, qui est dans la technologie avec une moyenne d'âge dans l'organisation entre, je dis n'importe quoi, 25 et 35 ans, la culture managériale sera radicalement différente d'une boîte dans l'industrie du manufacturing, boîte familiale avec une population entre guillemets plus âgée. J'archétype, mais c'est pour donner un petit peu le contraste entre l'importance de la culture tout court et la culture d'entreprise sur le profil de manager. Je vois. Là, tu as pris l'exemple d'une startup, mais est-ce que du coup, ça veut dire que le rôle, la posture du manager, il va évoluer selon aussi les tailles d'entreprise? Oui, bien sûr, parce que après, tu n'as pas la même structure d'organisation, donc tu te retrouves évidemment avec une structure managériale différente. Donc oui, la structure de l'organisation peut changer. Et le travail que le RH et l'entreprise va faire avec le manager ne sera pas le même. Plus tu as de salariés, plus tu as de problèmes, entre guillemets. Donc et en ce qui concerne la structure managériale, c'est pareil. Ok, très clair. Alors, on a une première question de Nathalie qui demande: existe-t-il différents types de management en fonction des personnalités des collaborateurs? Oui, clairement. On va le voir. Je pense qu'on va en discuter tout le long de la présentation aujourd'hui, mais le style managérial est étroitement lié avec les qualités interpersonnelles d'un individu. Une personne, je vais encore une fois archétyper, mais ça permet de bien illustrer le propos, mais une personne qui est de nature très prudente, très entre guillemets rigide, ça va se traduire dans son style managérial indéniablement. Donc il y a une corrélation qui est absolument évidente entre les qualités d'un individu ou le profil d'un individu et son style managérial. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure la différence entre les cultures latines et les cultures anglo-saxonnes. C'est qu'un manager ne doit pas devenir manager, entre guillemets, parce qu'il a été bon dans ce qu'il faisait, mais plutôt parce qu'il a des qualités personnelles et individuelles pour devenir manager, pour générer une équipe, pour les engager, etc. etc. Donc oui, évidemment, c'est absolument, c'est complètement corrélé. Merci, merci Mohamed, et merci également à Nathalie pour votre question. On a une autre question de Stéphanie qu'on va prendre, et puis après on passera à la suite. Donc, la question est: face aux nombreuses promotions, entre guillemets, des managers issus des équipes techniques, comment les accompagner au mieux? Alors, je vais pas spoiler ma présentation d'aujourd'hui. Ouais, ça aussi, on va en parler. Mais on va en parler, tard. mais effectivement, c'est un vrai sujet. J'ai discuté récemment avec le DRH d'une boîte qui était essentiellement composée de polytechniciens et d'ingénieurs. C'est très compliqué d'inculquer à ces gens-là la culture du leadership, de l'écoute et d'imposer certaines qualités interpersonnelles à avoir en tant que manager. Mais on va le voir un peu plus tard. Mais effectivement, il y a beaucoup de promotions de managers très techniques, très bons dans ce qu'ils font en tant contributeur individuel, à qui il faut justement apporter cette petite couche managériale, entre guillemets, pour qu'ils puissent opérer efficacement. Mais on va le voir après. Oui, n'en disons pas trop tout de suite. On va pas spoiler. C'est ça. Merci beaucoup. Merci Stéphanie également pour votre question. Alors, dans cette deuxième partie, l'idée, c'est de voir un petit peu pourquoi pourquoi est-ce que les organisations, les entreprises doivent absolument, si je peux dire, prendre conscience de l'importance du manager. Donc, la première raison, c'est les enjeux RH qui pèsent sur les managers. Absolument. Le manager, il est un petit peu entre l'enclume et le marteau la plupart du temps. Le marteau, c'est les objectifs de l'organisation, c'est les attentes de ces N+1, N+2, c'est les enjeux business, c'est la pression du business.
Et l'enclume, c'est son collaborateur, son bien-être, c'est son travail intrinsèque de manager, et il doit constamment jongler entre les deux. Donc, le RH est soumis à le manager, pardon, est soumis à des enjeux RH qui sont absolument colossaux. Et on n'y pense pas forcément. Il y a beaucoup d'études qui expliquent que beaucoup de managers regrettent d'être manager parce qu'ils se retrouvent un peu entre ce marteau et cette enclume. Donc il y a beaucoup de poids qui pèsent sur les managers. Et ce poids, il est évidemment business. Il y a un enjeu de productivité, il y a un enjeu de résultat, mais également un enjeu purement RH, celui qui est lié à l'engagement du collaborateur, ce qu'on a vu tout à l'heure avec le monde idéal du manager. Donc c'est assurer que les collaborateurs restent engagés, assurer que les collaborateurs restent au sein de l'organisation, s'assurer que l'entreprise ne subisse pas du turnover à cause de mauvaises pratiques managériales. Donc les enjeux RH sont extrêmement importants en ce qui concerne le manager. Merci. Donc ça, c'est la première raison, si on peut dire ça comme ça, de pourquoi il faut prendre conscience tout de suite de l'importance du manager. La deuxième, c'est la rétention des talents. C'est aussi lié c'est absolument lié. Ce que tu disais juste avant. C'est absolument lié et c'est l'une des responsabilités numéro 1, si c'est pas la responsabilité numéro 1. On a vu tout à l'heure dans nos petits carrés, la multicolore, que un collaborateur pouvait être performant mais complètement désagrégé et finalement quitter l'organisation. On a tendance à oublier que, hormis dans certaines fonctions où il y a un niveau de technicité, un niveau de hard skills qui est absolument important et très compliqué entre guillemets à transmettre, il ne faut pas se focaliser sur les enjeux de performance, mais essentiellement se focaliser sur les enjeux de rétention et d'engagement. Donc, il y a énormément d'entreprises, et je pense dans pas mal de secteurs, qui souffrent de turnover, qui souffrent de difficultés à recruter, qui souffrent de difficultés à développer certains collaborateurs en interne. Ça explique tout à l'heure la question de, je crois que c'était Stéphanie de mémoire, qui demandait comment est-ce que je jette ces managers-là qui sont très techniques à devenir des managers. Il faut que la rétention, justement, devienne l'un des piliers du management de l'organisation. Donc, c'est extrêmement important parce que le manager, on l'a vu avec la petite phrase que tu trouvais magnifique, mais qui finalement était très triste, si le collaborateur part de l'entreprise à cause des managers, le fardeau est d'autant plus lourd. C'est très clair. Et puis, également un autre enjeu qui est que depuis quelques années, c'est vrai que les attentes des collaborateurs, elles ont évolué, elles changent. Oui, elles changent, elles ont évolué. Et le manager se retrouve dans une situation où les attentes du salarié sont complexes. Il faut toujours garder cette petite allégorie de l'enclume et le marteau quand on parle du manager. Pourquoi ? Parce que il y a un collaborateur, par exemple, qui va avoir certaines attentes individuelles, que ce soit des attentes personnelles ou des attentes professionnelles. Et de l'autre côté, tu vas avoir un manager qui subit la pression de N+1, N+2, la pression du business, etc. Et parfois, les attentes du collaborateur peuvent être en décorrélation avec les attentes de l'entreprise. Donc, c'est extrêmement complexe à gérer pour un manager, c'est-à-dire de s'assurer que le collaborateur puisse avoir des attentes qui sont, entre guillemets, remplies par le manager, tout en assurant la productivité, en assurant que le collaborateur fasse le travail, etc. etc. Donc, c'est très, très important. Donc, c'est un petit jeu de claquettes. J'aime bien l'illustrer comme ça. J'aime bien les allégories. Je pense que tu as remarqué. Mais c'est très, très compliqué pour le manager de basculer entre attentes business, gestion de la performance du salarié, tout en comblant les attentes individuelles du collaborateur. Donc, c'est extrêmement important d'essayer de jouer entre les deux. Et s'il y a un travail qui est fait par l'entreprise, notamment la fonction RH, ça risque d'être compliqué pour le manager de gérer ça tout seul. Et donc, est-ce qu'on peut dire que finalement, une des solutions, ça peut être de faire en sorte que les RH et les managers, ils travaillent un peu conjointement ? Oui, les managers et les RH doivent être les meilleurs copains du monde. On a travaillé, on va en parler un peu plus tard, mais on a travaillé avec l'agence, le cabinet d'analyste IDC, pour réaliser ce qu'on appelle un index de maturité RH. Et pour élaborer cet index de maturité RH, on a analysé 3 grands critères. Un critère de maturité collaborative, maturité technologique et maturité stratégique. Et la maturité collaborative, ce qu'on a observé, c'est que les RH collaboraient beaucoup avec les DAF, beaucoup avec le marketing, pas suffisamment avec les managers. Donc aujourd'hui, si on veut s'assurer à ce que les 3 points qu'on a vus plus haut puissent voir le jour, entre guillemets, c'est absolument essentiel que les RH et les managers travaillent ensemble. Absolument essentiel.
et qui soient les meilleurs comportements. Très bien. Donc, dans la troisième partie du webinaire, on verra aussi un petit peu plus comment est-ce qu'on arrive à faire ça. On va prendre les questions. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions dans la boîte à questions. N'hésitez pas à continuer à poser des questions. Mais vous pouvez aussi voter pour les questions que vous préférez, enfin, en tout cas auxquelles vous voulez vraiment qu'on réponde en priorité. Donc, vous pouvez voter. Il y a des questions intéressantes. Oui, il y a des questions très intéressantes. Ouais. Elles sont toutes intéressantes. Donc, vous pouvez voter juste en appuyant sur le petit chiffre, là où il y a la petite flèche à côté de la question. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de votes sur une question de Guillaume André qui est intéressante et qui est « Constatez-vous un désaveu pour la fonction managériale de la part des plus jeunes générations chez vos clients? Et si oui, comment accompagnez-vous la revalorisation de ces fonctions pour encourager à se lancer dans cette voie ?» En toute transparence, on n'a pas forcément quantifié ce désaveu-là. J'ai pas fait d'enquête nécessairement sur la perception de la fonction managériale auprès des populations plus jeunes, mais c'est un ressenti qu'on a évidemment et qu'on reçoit de beaucoup de clients, qu'on reçoit beaucoup de prospects parfois. J'ai la chance de discuter avec pas mal de DRH et d'experts RH, et c'est souvent un constat qui ressort. Maintenant, c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. Il y a plein de fonctions dans toute l'histoire de l'humanité qui ont toujours été un peu décriées, et c'est souvent des fonctions qui ont réussi à se réinventer. Pour moi, la fonction managériale, c'est exactement la même chose. Il faut, à mon sens, et on va le voir après, mais il faut remobiliser et surtout resensibiliser les gens autour de ce que doit être un manager. Moi, je déteste le mot manager parce que on ne manage pas des individus. On travaille avec eux, on échange avec eux, on leur inculque des choses. Donc, j'aime pas le terme manager déjà. Donc, je pense qu'il faut faire un shift sur qu'est-ce que doit être un manager, qu'est-ce qu'il doit apporter aux collaborateurs et quel type de profil il doit avoir. Et à mon sens, j'expliquais tout à l'heure la nuance entre les cultures latines et les cultures anglo-saxonnes. On ne doit pas faire promouvoir un très bon contributeur individuel en tant que manager parce qu'il a été très bon contributeur individuel. On doit en faire un manager parce que c'est une personne qui a du leadership, c'est une personne qui sait fédérer les autres, qui arrive à travailler avec les autres, et c'est ça qu'il faut vendre aux jeunes générations. C'est de dire, c'est un travail de fédération, c'est un travail de leadership, c'est pas juste gérer des people à s'assurer que les objectifs soient réalisés. Il faut aller beaucoup plus loin que ça, à mon sens. Merci beaucoup Mohamed et merci également à Guillaume pour votre question. Alors, on a une autre question de Bettina. Alors, mais ça, je pense qu'on va plutôt en parler dans la troisième partie, mais peut-être que Mohamed, tu veux déjà dire un petit mot là-dessus. La question, c'est comment inculquer cette culture RH dont tu parlais tout à l'heure aux managers. On va en parler, mais c'est un vrai travail de fond. C'est pas, c'est un vrai travail de persuasion. C'est pas juste du travail RH entre guillemets administratif. C'est pas juste une série de tactiques qu'on empile. C'est un vrai travail de fond, un vrai travail de rééducation qui doit être mené pour justement changer la fonction managériale. C'est pas juste mettre de la formation en ligne mandatory que tout le monde doit suivre, sinon le RH il va pas être très content. Il faut aller beaucoup plus loin que ça, et il y a un vrai travail de sensibilisation qu'on va voir après. Merci beaucoup. On a aussi une question de Inès. Après, on passera à la troisième partie, mais je pense qu'on peut prendre encore une question. Comment aider les managers à accompagner les membres de leur équipe de générations très différentes ? Ça va un peu de pair avec ce qu'on disait tout à l'heure, et justement redorer l'image du manager, redonner envie aux générations plus jeunes de devenir manager. Pour moi, c'est dans la même veine. Il faut impérativement développer les soft skills. À mon sens, c'est la priorité numéro 1. Effectivement, j'avais vu une autre question que j'ai pas osé citer, mais que j'ai trouvé quand même très intéressante. Est-ce qu'un manager est inné ? Oui, c'est la question d'après. C'est un mélange des deux. Il y a des personnes qui ne sont pas câblées pour être manager, tout simplement, et à qui il ne faut absolument pas donner un rôle de manager, parce que ça peut être très dangereux, comme on l'a vu avec nos petits carrés. Donc, pour moi, comment les aider et comment les accompagner, notamment sur gérer des personnes plus âgées ou de générations différentes, et ça va dans les deux sens. Ça peut être des managers qui sont dans la cinquantaine ou proches de la retraite, qui gèrent des générations Z.
bon, on est quand même sur un gros décalage, on est sur un manager qui n'arrive pas à concevoir forcément les nouvelles attentes des générations plus jeunes, et vice-versa. Un manager très jeune qui a une vision de ce que doit être la satisfaction d'un salarié, qui a un complet décalage avec une personne qui est dans la cinquantaine. Ça passe essentiellement par les soft skills, à mon sens. Il n'y a pas de manuel d'utilisation basique. Ça passe par développer des soft skills. Et la soft skills principale, qui est dure à rentrer dans un référentiel des compétences, je l'admets, c'est la notion d'empathie. Et pour moi, c'est ça qu'il faut inculquer aux managers, c'est cette notion d'empathie, cette notion d'écoute, cette notion de feedback, et essayer de se mettre à la place de l'autre. Parce que si on est trop câblé sur sa propre génération, son propre vécu, sa propre façon de faire, ça coincera et ça marchera probablement jamais. Merci Mohamed, merci Inès et merci à Xavier pour vos questions très pertinentes. Alors je vous propose de passer à la troisième partie. Donc jusqu'ici on a vu que les managers avaient un réel impact sur la performance des entreprises, sur la rétention, sur l'engagement des collaborateurs. Maintenant dans cette partie on va plus s'attarder sur comment est-ce qu'on formalise un petit peu tout ça, comment on répond à ces enjeux. Donc Mohamed, je te retourne la question. Comment est-ce que la DRH peut engager les enjeux du manager? Alors, la première chose, c'est que le DRH doit être déjà chef d'orchestre. C'est une initiative qui doit être gérée par le DRH, à mon sens. Et la première chose à faire, c'est un travail de sensibilisation. Je pense que tous, dans notre histoire professionnelle, on s'est tous pris dans la tête punaise, mon manager... pas terrible, il faudrait que quelqu'un lui parle, il faut que quelqu'un fasse quelque chose. On s'est tous dit ça à un moment donné dans notre carrière, sans exception. Et ce travail de sensibilisation, c'est pour ça que j'utilise le terme sensibilisation, est absolument essentiel, parce que le manager interagit avec d'autres individus. Et le manager a un comportement avec d'autres individus. C'est exactement le même contexte que des initiatives d'équité au travail. C'est le même contexte que des initiatives d'inclusion au sein de l'organisation. Ça passe par une phase de sensibilisation qui est absolument primordiale. Si on ne sensibilise pas sur l'importance du manager, son rôle, les conséquences positives comme négatives que ce même manager peut avoir, se contenter de former, se contenter de développer les soft skills, ça ne marchera pas. Je pense qu'il y a déjà une prise de conscience à prendre, et cette prise de conscience doit venir du DRH et de l'ensemble de l'organisation sur l'importance du manager, sur toutes les conséquences RH qu'on a pu voir précédemment. Donc déjà, il y a un premier travail de sensibilisation. C'est un peu cliché, mais c'est comme les pubs à la télé où on dit que fumer la cigarette, c'est pas bien. Donc c'est la même chose. Être un mauvais manager, ne pas parler correctement à ses collaborateurs, ne pas mettre en place des actions pour les engager, etc., c'est pas bien non plus. Donc c'est exactement la même chose. Ça peut sonner un peu infantilisant, mais malheureusement, ça passe par là, dans un premier temps. La deuxième chose, c'est l'engager. Une fois qu'on a sensibilisé, il faut l'engager. Il faut l'impliquer dans ce projet-là. Il faut l'embarquer dans ce projet-là. Il ne faut pas que ça soit une option. Il faut que ça soit une partie intégrale de sa fonction. Et une fois qu'on a engagé le manager, c'est là que la transformation démarre et ce travail de continuité et de suivi, qu'on va voir un petit peu plus dans le détail dans la slide qui suit. Mais en gros, la partie la plus importante, vraiment, c'est la phase de sensibilisation. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire à ce niveau-là. Très bien. J'ai une petite question parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de QVCT, de bien-être des collaborateurs et un peu moins du bien-être du manager finalement au sein des organisations. Alors que, tu vois, tu le disais, on parlait aussi beaucoup tout à l'heure d'engager, que le rôle du manager, c'était d'engager les collaborateurs. Ouais. Mais un manager qui est lui-même engagé, c'est plus facile d'engager par la suite. Absolument, faut le retirer d'entre l'enclume et le marteau, quoi. C'est la première chose à faire, c'est faire preuve dès lors qu'on décide de repenser le rôle du manager, on décide de repenser également la manière dont on gère le manager. Et ça passe par énormément de choses. Mais effectivement, de toute manière, chaque manager a un manager, et c'est un travail qui est, entre guillemets, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc si le manager du manager est pas bon, le manager du collaborateur sera pas bon derrière. Donc effectivement, c'est bien gentil de sensibiliser,
il faut mettre à disposition, il faut mettre les managers dans les meilleures conditions, entre guillemets, pour assurer cette transformation-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sensibiliser à dire oui, mais il faut que vous soyez des bons managers, il faut être empathique, il faut être ci, il faut être ça, et derrière mettre une pression de dingue sur des chiffres, pousser à la productivité outre mesure, et enfin voilà, il ne faut pas avoir un double discours. Il ne faut pas sensibiliser sur une chose, mais les actions qui sont mises en place sont complètement antinomiques par rapport au discours qu'on a évoqué pendant cette phase de sensibilisation-là. Et donc, concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Alors, c'est intéressant parce qu'en même temps, je regarde un peu les questions qu'il y a dans le chat, donc ça me permet de faire un bon segue. Si tu veux qu'on prenne des questions. Oui, mais en cours, je vais essayer d'y répondre de manière un peu groupée, mais oui, après on prendra certaines questions. La première chose à faire, c'est mettre en place une vraie stratégie. Je parlais du chat parce que dans le chat, il y a tout plein de bonnes idées d'un point de vue tactique, notamment celle de Sylvie qui parle pour potentiellement intégrer une culture de la co-création, justement pousser la culture du dialogue, etc. C'est une très très bonne idée, mais on est dans le stade de la tactique. Dans un premier temps, si on veut vraiment mettre un coup de pied à la fourmilière et s'assurer qu'on transforme la fonction managériale, il faut avoir une stratégie, ni plus ni moins. Empiler des tactiques, le risque, c'est que ces actions s'essoufflent avec le temps et que ça soit finalement que des pansements qu'on met sur une jambe coupée, entre guillemets. Et faut vraiment arriver avec une approche stratégique par rapport à cette transformation-là, avoir une vision, ça c'est la première chose. Comment est-ce que j'imagine mon manager demain? Ça, c'est déjà une première question à se poser. Et je pense que, ironiquement, si on pose la question à pas mal d'entreprises, je ne suis même pas sûr qu'elles aient la réponse nécessairement. Donc, déjà, avoir une stratégie, c'est le numéro 1. Parce que ça évitera derrière d'empiler les tactiques qui, finalement, vont potentiellement finir par s'essouffler, vont finir par s'estomper et personne ne jouera le jeu. Ça doit être une stratégie à l'échelle de l'organisation qui doit être portée par le leadership de l'entreprise, le comité exécutif et le président, et ou une stratégie RH qui doit être portée par le DRH sur du long cours. Il ne faut pas que ça soit juste les managers, il faut que vous soyez plus sympa avec vos collabs. Après, 5-6 mois après, tout le monde oublie. Non, il faut que ça soit une vraie stratégie. Et une fois que la stratégie et que la vision est établie, il faut se mettre des exigences. Il faut imaginer des KPI et des résultats. Donc les résultats, ça peut être une réduction du turnover, ça peut être une réduction de l'absentéisme non contrôlé, en tout cas réduction des absences qui sont courtes et fréquentes. C'est celles qui sont généralement les plus révélatrices d'insatisfaction du collaborateur. C'est aussi mettre en place des actions de mesure de la satisfaction du collaborateur par le biais d'enquêtes ou d'analyse directement auprès des salariés. Donc il y a tout plein de moyens de générer des indicateurs qui permettent de montrer l'efficacité ou non de la stratégie qui sera mise en place. Et une fois ça établi, la mise en place de suivi d'action. Peut-être créer des instances ou des comités dans lesquels les managers partagent leurs bonnes pratiques, rajouter des entretiens pendant lesquels on évalue les managers. Donc il y a pas mal d'actions derrière à mettre en place pour faire un suivi des différents KPI qui ont été établis précédemment. Donc le plus important, c'est la phase de stratégie. Il faut que ce soit une vraie stratégie, il faut qu'elle soit communiquée, évangélisée. Une des tactiques de cette stratégie, c'est la phase de sensibilisation dont on a parlé tout à l'heure. Ça peut être aussi créer cette culture de l'échange, créer cette culture de la co-création, etc. Tout ça, c'est un set de tactiques qui peut rentrer dans la stratégie et derrière, générer des résultats tangibles qu'on va essayer de suivre au long cours et faire un suivi des différentes actions, recueillir les feedbacks, recueillir les bonnes pratiques. Je peux permettre de rebondir sur ce que tu dis en prenant encore une question du chat, qui est une question de Sylvie qui demande si stratégie, c'est égal valeur et culture d'entreprise, je suppose. Ça peut être une stratégie, mais dans ce cas-là, c'est une stratégie de changement des valeurs et de changement de culture d'entreprise. Et ça, c'est une vraie grosse stratégie et qui est très, très, très compliquée à mener parce qu'on ne change pas une culture d'entreprise comme ça. On a tendance à oublier que la culture d'entreprise est bâtie par les individus qui composent cette entreprise. Une entreprise, c'est abstrait. C'est des murs, c'est un bureau, c'est un logo, c'est une marque, c'est une tagline, mais c'est surtout des individus. La stratégie peut très bien être on veut changer les valeurs et la culture de l'organisation. Et l'une des tactiques,
ça peut être avoir une stratégie dédiée autour du manager. Donc ça, pour moi, c'est un peu l'effet poupée russe. Donc la grande poupée, c'est on veut changer les valeurs de notre entreprise, on veut changer notre culture. Voilà, ça c'est une stratégie qu'on établit sur 5-10 ans, parce que c'est pas un truc qu'on fait en une année. Et on enlève la première poupée russe. Les poupées russes qui seront à l'intérieur, ça peut être changer la culture managériale, imposer la culture de la communication, de la co-création et la culture du feedback, etc. etc. Donc, on peut avoir tout plein de sous-stratégies RH sur lesquelles on va déployer un set de tactiques et un set d'actions pour faire en sorte qu'elles voient le jour. Et du coup, chez Cégide, à quel moment est-ce que vous intervenez pour accompagner les entreprises dans la mise en place de cette stratégie ou de différentes actions? Alors nous, on n'a pas ambition de changer les cultures d'entreprise comme ça, mais on met à disposition effectivement certaines technologies pour le déploiement de certaines tactiques. On parlait tout à l'heure de la culture de la co-création, la culture du feedback. Dans Cégide Talentsoft, on a un outil de conversation continue qui permet aux collaborateurs et aux managers d'interagir formellement autour des objectifs annuels d'un collaborateur. Donc plutôt que de tomber entre guillemets dans le j'évalue ma performance sur un an, pendant 1 heure lors d'un entretien, on va un peu plus loin que ça, on permet aux collaborateurs d'échanger de manière continue autour des objectifs qui lui sont assignés au début de l'année avec son manager et potentiellement d'autres collaborateurs qui peuvent participer à l'élaboration de ces objectifs. On parlait tout à l'heure aussi de générer des indicateurs. On a également Cégide Witifit qui permet de mettre en place des enquêtes pour évaluer la satisfaction du collaborateur. On préconise généralement à hauteur de minimum 2 fois par année. Et ces enquêtes-là permettent, sur la base d'une méthodologie scientifique, de comprendre les influences de la satisfaction du collaborateur et donc anticiper le turnover, l'absentéisme, etc. Et d'assurer aussi un système de pondération pour essayer de voir quels sont les facteurs les plus importants qui influencent le plus la satisfaction du salarié. Donc on met à disposition pas mal d'outils de ce style-là pour justement aider à déployer certaines tactiques qui vont aider le manager. D'ailleurs, dans Witifit, on a aussi ce qu'on appelle la Manager Toolbox. Donc, c'est le collaborateur qui peut proposer des initiatives au manager pour augmenter sa satisfaction. Par exemple, je dis n'importe quoi, je suis salarié, je trouve que mon manager ne me parle pas assez parce que il est aux États-Unis et moi je suis en France. Je peux, via Witifit, proposer à mon manager, ça serait bien qu'on fasse des points plus réguliers ou que tu viennes au bureau plus souvent, etc., etc. Donc, on peut formaliser ces échanges-là via nos technologies. Ok, merci beaucoup. Alors, je vous propose de prendre des questions. On en a pas mal. Donc, comme tout à l'heure, n'hésitez pas à voter pour les questions auxquelles vous souhaitez qu'on réponde en priorité. Alors, on a pas mal de questions. Donc, rapidement, j'en ai vu une qui m'a un peu interpellé, c'est les évaluations 360 pour les managers. Moi, je trouve que c'est une super idée, les évaluations 360, parce que il y a ce concept d'équipe dynamique. En tout cas, moi, je l'appelle comme ça. C'est aujourd'hui, on a nos équipes organisationnelles et nos équipes fonctionnelles. Par exemple, moi, je travaille finalement très peu avec mes homologues Product Marketing Manager, mais je travaille beaucoup avec mes homologues RH, je travaille beaucoup avec les commerciaux, je travaille beaucoup avec le marketing en général, mais hiérarchiquement, on n'est pas du tout dans la même organisation. Et c'est vrai que c'est les personnes avec qui je travaille le plus souvent tous les jours qui vont être en mesure de juger ma performance et qui seront en mesure de faire les feedbacks les plus réalistes. Par contre, le seul inconvénient au feedback 360, c'est de faire en sorte que les gens jouent le jeu. Et c'est ça le gros frein. Moi, je trouve le concept vraiment, vraiment bien. Dans l'exécution, ce qui risque d'être compliqué, c'est que tous les participants jouent le jeu et prennent le temps de partager du feedback, ce qui n'est pas toujours le cas. Ok, merci. Mais en tout cas, c'est très bien. Oui, je suis complètement favorable. Merci Mohamed et merci également Inès pour votre question. Donc, alors, c'est sûr, on l'a pris. Là, il y a une question qui a l'air qui est très populaire. C'est une question de Guillaume qui dit que les managers n'ont jamais été aussi formés au management depuis les 20 ou 30 dernières années. Et pourtant, on constate toujours plus de casse dans les entreprises et des attentes des collaborateurs toujours plus fortes sur des sujets pourtant bien connus. Comment est-ce que toi, tu pourrais l'expliquer si tu as une explication? Moi, je reviens aussi, je réponds à ta question, Guillaume, avec une autre question. Est-ce que être manager, c'est inné ou acquis? Je pense que la notion de qualité individuelle joue énormément. Moi, je suspecte, parce que j'ai pas la donnée nécessairement pour confirmer et affirmer ça, mais ce que je suspecte, c'est qu'effectivement, la notion d'inné est pas suffisamment prise en compte lorsqu'on place quelqu'un en tant que manager. Je pense que c'est la raison principale. Parce que une formation managériale,
Ça va être quoi? Ça va être de la formation en ligne, ça va être peut-être une formation in-class. Donc au final, on essaie d'inculquer des soft skills de la même manière qu'on inculquerait des hard skills, ce qui n'a absolument aucun sens. Je vais vous donner un exemple très très personnel. J'ai eu la chance de faire mes études en Amérique du Nord. Et j'ai eu la chance de faire également mes études en France. En France, les présentations qu'on fait en public à l'oral, je les compte sur bonne main pendant une année. Oui, c'est vrai. Au Canada, chaque cours, chaque élève est censé se lever et parler devant tout le monde. Donc, c'est en ayant ce genre d'expérience-là que j'ai pu développer une petite capacité à m'exprimer à peu près en public. Si on n'a pas ce type d'expérience-là, c'est compliqué dans une classe, via un e-learning, d'inculquer à quelqu'un comment s'exprimer en public. Donc pour moi, je pense que c'est ça, c'est la nature des formations qui sont diffusées. Je pense que des sessions de mentorat, de shadowing et de coaching seront beaucoup plus efficaces que les formations actuelles de management. Ça, c'est la première chose. Et prendre en compte formellement les qualités intrinsèques d'un individu, en tout cas ses qualités interpersonnelles, dans le choix d'un manager. Et pas juste son expérience qu'il a sur le CV, qu'est-ce qu'il a apporté en tant que contributeur individuel. Donc je pense que c'est la principale raison, à mon sens. Après, je ne sais pas si tu partages ça, Guillaume, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'explique. Merci beaucoup. Alors, autre question. De Swad cette fois, ne pensez-vous pas que pour mettre en place ce changement, les DRH doivent être supportés avant tout par la direction générale pour définir la stratégie et la légitimité du changement? Alors, réponse en ultra complexe, oui. Tout à fait d'accord. Tout simplement. Là, évidemment, si la DRH n'est pas sponsorisée par le DG, ça risque d'être compliqué. Déjà, juste cette question est inquiétante. Le DRH doit être sponsorisé par le DG. On ne peut pas imaginer quelconque initiative stratégique à l'échelle d'une entreprise si c'est pas suivi sans mettre la RH dans la boucle. Ça n'a aucun sens. Donc oui, je suis complètement d'accord avec toi, Swat. Il faut impérativement que le DRH soit sponsorisé par l'entreprise. C'est pour ça, tout à l'heure, quand j'ai expliqué que ça doit être le changement du manager, ça doit être une stratégie, c'est dans le sens où ça doit être sponsorisé par l'entreprise, sponsorisé par le directeur général, sponsorisé par les investisseurs. C'est exactement ça qu'il faut. Et je suis d'accord, c'est l'essentiel. Donc oui. On a une question que je trouve aussi intelligente de Angélique, parce qu'on parle du rôle, enfin le manager, est-ce que c'est inné, est-ce que c'est acquis, mais est-ce que c'est pas l'envie surtout d'être manager qui prime quoi pour développer? Complètement. Encore, je vais arriver avec un exemple un peu perso. Moi, mon rêve, quand je serai un papy, c'est d'enseigner. Moi, j'adore enseigner. J'ai déjà été assistant universitaire à l'Université du Québec à Montréal quand j'étais étudiant au Canada, donc j'ai aidé mon professeur sur un cours très barbant, c'était l'analyse statistique multivariée. Faut aimer. Faut aimer. Faut aimer. Si t'aimes pas les stats, faire des MANOVA, des ANOVA en utilisant SPSS, je peux rien pour toi. Donc effectivement, Angélique, je te suis à 100%. Il faut avoir envie d'être manager. Ça doit être une vocation et non pas une promotion. Et c'est quelque chose qui, effectivement, doit venir du salarié. Ça doit être une expression de besoin plutôt qu'un héritage, quoi. C'est un beau mot de fin, je trouve. Okay, merci beaucoup. C'est plus magnifique que la phrase du début, en tout cas. Oui, moins triste. Moins triste. Merci. Bon, Guillaume est d'accord avec toi. Partage ton avis sur... Bon, tant mieux. Je suis content que tu aies trouvé ça. Moi, je te tutoie. Je suis désolé, Guillaume. Mais je suis content que tu aies trouvé ça pertinent. Merci beaucoup. Alors, avant de conclure ce webinaire, on a toujours 2 questions qu'on pose à la fin des webinaires Parlons RH. C'est le coup de com' et le coup de cœur. Est-ce que tu veux bien nous partager ton coup de com', s'il te plaît? Alors, mon coup de com', ce sera la fameuse étude IDC dont je vous ai parlé. Donc, elle n'est pas encore sortie. Je ne veux pas vous décevoir. Je vais peut-être me faire taper dessus par mes copains du marketing, mais l'étude va arriver bientôt. On parle de quelques jours, quelques semaines. Je vous invite vraiment à la lire parce que j'ai pas vu beaucoup d'index de maturité RH. C'est bien de se positionner aussi. Moi, j'aimerais bien trouver un index de maturité marketing. Moi, je le ferai volontiers. Et on va avoir aussi un assessment en ligne qui vous permettra de vous positionner par rapport à 900 répondants dans le monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai évoqué l'étude IDC en parlant de maturité collaborative. Le 12 mars aura lieu un petit déjeuner qui est sponsorisé par Cégide, qui va évoquer la relation entre DRH et DAF. Donc, on aura la chance d'avoir le DRH de Sony Music et le DAF de Coca-Cola Service. Donc, je vous invite vraiment à vous y inscrire. Ça peut être vraiment intéressant pour voir comment est-ce que le DRH, justement,
collabore et fonctionne avec une fonction qui est radicalement différente de la sienne. Donc ça peut déjà donner des pistes sur comment le DRH peut collaborer avec le manager un peu plus en profondeur. Et voilà, c'était mon instant pro. Et vous trouverez d'ailleurs le lien dans le chat. C'est ça. Merci beaucoup. Et pour finir sur une touche un petit peu plus personnelle, ton coup de cœur? Alors, mon coup de cœur, il va être très marketeux. Je suis navré parce que je suis marketeur de formation de base. Je suis marketeur tout court. Donc, ça reste personnel. Ça reste personnel. Mais c'est quand même lié à ce qu'on a discuté aujourd'hui. J'ai parlé tout à l'heure de la sensibilisation. Et la sensibilisation passe par le fait de raconter des histoires. On ne sensibilise pas quelqu'un en lui faisant attention, il faut que je sois un bon manager, sinon, pouf, voilà, licenciement, courrier recommandé. Je pense que la sensibilisation, elle passe par une belle histoire. Donc, moi, je vous invite à lire le livre de John Truby, qui s'appelle L'anatomie du scénario. John Truby, c'est l'un des plus gros consultants à Hollywood en rédaction scénaristique. Et ce qu'il dit dans son livre, c'est que toute belle histoire passe par un très bon protagoniste, mais surtout un très bon antagoniste. Et quand on parle de sensibiliser les managers, je pense que c'est intéressant, c'est important de raconter une belle histoire en expliquant que l'antagoniste, c'est l'insatisfaction, c'est le désengagement, c'est le turnover, et pour le coup, le protagoniste, c'est le manager. Donc voilà, je vous invite à lire ce livre, il est très très bien. Merci beaucoup Mohamed d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Merci également à vous tous d'avoir autant participé. C'est toujours un plaisir de lire toutes vos questions et de voir vos messages dans le chat. Donc merci beaucoup et puis à très bientôt. Merci à tous.